C'est l'heure de parler santé avec Chantal Dumas. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, moi, sous le beau soleil de la République, et toi? Ah, le soleil s'en vient chez nous aussi. Ça sent de plus en plus le printemps. J'ai tellement hâte. Les promenades avec Brutus sont un peu plus agréables, sont un peu plus Bien longues. sûr. Mais il revient à la maison tout sale parce que c'est Oui, euh, c'est vrai. c'est la fonte des neiges et puis il y a énormément d'eau parce que nous, ici, on a eu vraiment beaucoup de bancs de neige, genre beaucoup d'accumulation de neige et là, ça fond. Alors, il faut que j'y donne son bain. Bref, c'est pas ça le sujet de la chronique d'aujourd'hui. J'ai choisi tout un sujet pour discuter avec un gay parce qu'on parle de la femme et de la ménopause. J'ai d'ailleurs une question d'un auditeur woke. Est-ce que les hommes peuvent être ménopausés? Non, les hommes ne peuvent pas être ménopausés, mais ils peuvent vivre l'andropause, qui est le pendant masculin de la Oh, ménopause, parce que, alors, comme je l'ai déjà mentionné, on a les mêmes hormones, les hommes et les femmes, simplement dans des proportions différentes. Donc, pour alors les hommes, c'est la je- testostérone qui peut chuter. et je te commande d'ailleurs une chronique spéciale sur l'andropause aussi, pour pas laisser les hommes de côté, parce que moi, ça m'intéresse. J'approche la cinquantaine et je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient en savoir plus. Alors, dans les prochaines semaines, si ça te tente, Chantalane, on va penser aux hommes aussi, hein? Absolument, et c'est tout à Super. fait justifié, justifiable. Et puis, c'est un sujet qui est un peu tabou, tu sais. On parle tout le temps de la ménopause, mais c'est vrai qu'on parle moins de l'andropause parce que c'est comme instantanément associé. On est une émission de jour, je vais garder les termes légers pour si les enfants sont à l'écoute, mais on associe ça aux performances des messieurs. Alors, c'est un peu tabou de parler de l'andropause, alors qu'on parle spontanément de ménopause. Et tu disais, c'est que toi, tu n'y connais rien, mais ça reste que tu as quand même des femmes dans ton entourage, tu as des femmes à la radio, tu as des femmes dans ta vie personnelle. Alors, ça nous touche tous la ménopause parce que malheureusement, quand nos hormones subissent des fluctuations aussi intenses, ça affecte aussi nos neurotransmetteurs. Il faut comprendre que Oui. les hormones, c'est très, très relié à nos neurotransmetteurs et donc à nos humeurs. Et c'est bien connu que souvent, ben, même en période de syndrome prémenstruel, par exemple, les femmes, quand nos hormones nous jouent des tours, ça affecte notre humeur et donc aussi à la ménopause. Alors, veut pas, ça affecte les gens autour de nous, cette histoire de ménopause. Et moi, ce qu'on me demande souvent, c'est est-ce qu'on peut juste, avec la naturopathie, passer à travers de la ménopause? Parce que les femmes de mon âge, on a connu cette époque où nos mères se faisaient systématiquement prescrire des hormones prémarins. Alors, quand elles diminuaient, les principales hormones sexuelles des femmes sont les estrogènes et la progestérone, et on remplaçait les estrogènes par des estrogènes de juments enceintes, donc en anglais qu'on appelle mares. Alors, ça a donné naissance à ce médicament qu'on appelle le prémarin, donc des hormones de la c'est-à-dire des estrogènes, mais qui sont originaires des juments enceintes, et c'est ce qu'on donnait à toutes les femmes qui arrivaient à la ménopause il y a une cinquantaine d'années. Entre-temps, sont arrivées diverses études comme le Woman Health Study, où on a vu la corrélation entre ces estrogènes à grande dose qui provenaient des juments et, par exemple, avec le cancer du sein et d'autres cancers oestrogénodépendants. Alors, ça a beaucoup refroidi certains médecins. Il y a eu une chute de la prescription de ces hormones. Après ça, fut un temps où, par peur, on donnait rien aux femmes. Maintenant, ce sont les hormones bioidentiques qui sont à la mode. Et pour d'autres femmes, on est resté un peu avec la peur de prendre des hormones exogènes, donc qui proviennent de l'extérieur. Et d'autres femmes, ben, c'est tout ce qui s'est passé dans les dernières années avec la pandémie, où on n'a pas le goût de nécessairement dépendre de Big Pharma ou d'enrichir Big Pharma. Donc, on cherche des alternatives naturelles pour passer à travers la ménopause. Eh bien, c'est complexe, je trouve, de suivre tout ça. Alors, j'espère qu'on va démystifier ça. Moi, je ne veux pas insulter personne. Tu dis que je suis entouré de femmes, oui, mais je trouve que
l'étiquette de je suis dans ma ménopause, je suis ménopausée, c'est un peu galvaudé. Je trouve qu'elle est souvent utilisée, c'est-à-dire ça explique les états d'âme d'une femme. Est-ce que c'est toujours le cas où on met ça facilement sur le dos de la ménopause quand on file pas bien? Est-ce que c'est toujours le débalancement des hormones ou c'est des femmes qui sont plus difficiles à vivre, tout simplement? Elle l'était avant la ménopause, c'est ça que tu essaies de dire? Ben, Non, mais peut-être. écoute, c'est que c'est toutes ces réponses, en fait, parce que, comme je disais, c'est sûr qu'il y a un lien étroit entre nos hormones et nos neurotransmetteurs. Et lorsqu'on vit des changements brutaux dans nos hormones, le temps qu'on trouve le moyen de s'équilibrer, tout ça, ça peut affecter nos humeurs. Ça, c'est absolument indéniable. Mais ce qui est aussi indéniable, c'est que la ménopause a le dos large. Alors, très souvent, effectivement, ça devient un sac fourre-tout. Mais c'est pas juste la ménopause. Je te dirais que c'est l'âge en général, parce que c'est souvent ce que les médecins conventionnels vont dire à leurs patients. Bon, t'as mal aux genoux, tu dors mal, tu digères mal. Ah, c'est normal, c'est l'âge, c'est normal, c'est l'âge. Et ça, je déteste ça parce que ça devient ce que j'appelle un portail culturel où on s'est tellement fait dire qu'en vieillissant, on est supposé de tomber en décrépitude, qu'on a acheté ce concept-là. Et donc, au lieu de trouver des solutions acceptables, ben, c'est comme, ah, ben, c'est l'âge. C'est un peu comme à l'époque, on parlait de la génétique comme si c'était une fatalité. Tout le monde dans ma famille a des troubles cardiovasculaires. Peu importe ce que je fais, peu importe si je mange bien, peu importe si je fais de l'activité physique, je suis destinée à avoir des troubles cardiovasculaires. Alors qu'on sait aujourd'hui, avec cette belle science qu'est l'épigénétique, que notre alimentation, la quantité d'antioxydants, notre gestion du stress, l'activité physique, etc., a absolument un pouvoir majeur sur notre activité génétique. En réalité, il y a, dans le pire des cas, 15 d'influence génétique sur à peu près toutes les maladies, incluant le cancer. C'est entre 5 et 10 des cas de cancer qu'on peut relier directement à la génétique. Alors, c'est quand même des bonnes nouvelles parce que ça veut dire qu'on n'est pas des pauvres victimes qui devons subir ces pathologies alors qu'on a absolument un pouvoir d'action sur notre vie. Donc, ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle, mais c'est un peu pareil avec l'âge. On n'est pas obligé de tomber en décrépitude. Ce que souvent, on ne se fait pas dire, c'est que très souvent, un peu comme on balançait systématiquement des prescriptions de prémarin à nos mères, ben, on prescrit presque systématiquement des médicaments, par exemple, de type antiacide. À partir de 50 ans, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui ne consomme pas de médicaments, particulièrement de médicaments antiacides. Et les antiacides vont bloquer l'absorption d'un paquet de nutriments dans notre alimentation, certains minéraux, les protéines, les acides gras, et ça va avoir un impact sur notre humeur. Ça va avoir un impact sur nos douleurs de genoux, ça va avoir un impact sur notre digestion. Alors finalement, il y a beaucoup de choses qu'on associe au vieillissement qui sont très souvent les effets secondaires ou les conséquences de certains médicaments ou du fait que justement, parce qu'on a acheté le concept qu'en vieillissant, c'est normal d'avoir mal aux genoux, d'avoir mauvaise humeur et de mal dormir, ben on ne fera pas les efforts pour corriger la situation qu'on pourrait absolument prendre en main. Alors, il y a un peu des deux dans l'histoire, mais c'est indéniable qu'en vieillissant, la production des hormones va diminuer progressivement parce que la nature avait bien compris qu'à 55, 60 ans, c'est pas le temps de faire des bébés parce qu'on n'a pas l'énergie pour ça, parce que à l'époque, on comprend bien que notre biologie, Sly, elle n'a pas évolué, elle, au fil des ans. Hein, on est rendu avec des téléphones intelligents et tout ça, mais notre câblage d'hommes et de femmes des cavernes est resté sensiblement le même. Notre biochimie, elle est restée sensiblement la même. Alors, à l'époque où notre espérance de vie était d'à peu près 30 ans, eh bien, c'est sûr que la nature n'avait pas prévu qu'on ferait des bébés à 60 ans. On n'était même pas supposé être en vie à 60 ans. Donc, il y a une diminution de nos hormones qui contrôlent notre cycle reproducteur en vieillissant parce qu'à 60 ans, c'est le temps d'être grand-mère, c'est pas le temps de faire des bébés. Alors, c'est normal qu'il y a des changements au niveau hormonaux. Et l'autre affaire que la nature n'avait pas prévue, c'est qu'on vivrait dans une époque où on est exposé à toutes les substances de l'environnement dont je parle souvent, aux irradiations de la 5G, au glyphosate dans le blé, à toutes les cochonneries qu'on retrouve dans les aliments transformés, au fait que la Terre ne fournit plus les nutriments qu'elle devrait fournir parce qu'on a fait de l'agriculture commerciale, tout ça, donc nos aliments
sont dénutris, ne contiennent plus les mêmes nutriments qu'ils devraient contenir, mais surtout le niveau de stress auquel on est exposé à tous les jours. Alors, le corps a été conçu où nos glandes surrénales, qui sont les glandes qui doivent fournir les hormones de stress que sont l'adrénaline et le cortisol, euh, sont aussi les glandes qui devraient prendre le relais temporairement lorsque nos hormones de la reproduction, estrogène, progestérone, diminuent. Nos surrénales peuvent pallier un peu à cette diminution en produisant un petit peu d'estrogène et de progestérone. Bon, pas suffisamment pour qu'on ait un cycle menstruel et qu'on fasse des bébés, mais suffisamment pour qu'on n'ait pas des bouffées de chaleur abominables qui nous font changer les draps 2, 3 fois par nuit. Ce qui arrive, c'est que notre alimentation, qui est très inflammatoire, entre autres, notamment à cause du gluten, qui est très dénutrie, notre mode de vie qui est très stressant, l'alimentation va générer de l'inflammation dans notre corps. L'inflammation doit être gérée par nos glandes surrénales via la production de cortisol, qui est aussi un anti-inflammatoire, mais également une hormone de stress, et les hormones de stress. Alors, les pauvres surrénales, elles ont la fonction de gérer le stress qu'on impose à tous les jours à notre corps. Elles ont la fonction de gérer l'inflammation qu'on impose tous les jours à notre corps et de gérer la diminution de nos hormones. Alors, à un moment donné, les surrénales sont complètement dépassées. Alors, c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir des symptômes incroyables de ménopause et d'inflammation et de stress parce que ce sont les mêmes glandes qui doivent tout fournir et fournir dans des taux que la nature n'avait pas prévus. C'est ça le problème. Et ça, est-ce que ça explique le fait que certaines personnes sont ménopausées à différents âges? Qu'est-ce qui fait qu'une femme au début de la cinquantaine se retrouve ménopausée et une autre, ça arrive à 60 ans? Oui, les surrénales ont un rôle, effectivement, mais les surrénales vont plus agir sur le comment et non pas la durée. Mais le comment on va vivre la périménopause et la ménopause, parce qu'effectivement, si elles n'arrivent pas, parce qu'on sait que les surrénales, avant la ménopause, peuvent fournir à peu près le 35 de nos hormones dont on a besoin pour fonctionner au quotidien. Après la ménopause, c'est plus de 50 qui doivent être fabriqués par nos surrénales. Donc, elles vont plus gérer le comment en allant fournir le manquement que le corps n'arrive pas, par ailleurs, via nos ovaires et tout ça, à produire. Alors, le quand, il y a une grosse composante génétique là-dedans, mais il y a toute la vie gynécologique dans son ensemble, à quel âge on a débuté nos premières menstruations, le nombre de grossesses qu'on a eues, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Alors, les surrénales, c'est plus l'aspect de dire, je vais avoir des bouffées de chaleur incroyables, où ça va se passer plus ou moins harmonieusement. C'est plus ça où les surrénales vont rentrer en jeu. Mm-hmm. Ah ben, intéressant parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Est-ce qu'il y a des, pas des précautions, mais est-ce qu'il y a des choses à faire pour la femme pour éviter tout genre de symptômes indésirables ou Oui, d'humeur aussi trop changeante? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire? absolument. La première chose à faire, donc, ça va être de réduire le stress ou de mieux le gérer, le cas échéant. Je vais revenir sur ce point. L'autre point, ça va être de réduire l'inflammation dans le corps, évidemment, puisqu'on a dit que nos surrénales vont mieux gérer nos hormones si elles n'ont pas à gérer en plus l'inflammation et le stress. Et l'autre point, ça va être de fournir au corps les nutriments dont le corps a besoin pour fabriquer nos hormones. Les hormones, ça tombe pas du ciel, c'est fait par le corps, mais le corps a besoin, pour produire nos hormones, avant tout, de cholestérol. Et c'était qui l'ennemi public numéro 1, allez jusque récemment? Le cholestérol. Alors, on prend aussi plein de médicaments, par exemple les statines, les médicaments hypocholestérolémiants, donc pour réduire le taux de cholestérol, sans comprendre l'impact négatif que cela a sur nous. Mais on comprend bien que si les hormones sont fabriquées à partir du cholestérol et qu'on n'en fabrique pas parce qu'on prend des médicaments qui bloquent la fabrication du cholestérol, ou encore parce qu'on prend des médicaments antiacides qui nous empêchent d'absorber correctement les gras de nos aliments, ou dernièrement la mode avec Ozempic, le fameux Ozempic que les gens prennent pour perdre du poids, eh bien, ça crée une espèce de paralysie gastrique qui va faire que l'absorption des gras non plus ne se fera pas correctement. Donc, si on n'a pas les matières de base pour fabriquer nos hormones, ça va pas bien. Après ça,
je vous parle souvent du complexe de vitamine B bioactive et du magnésium, c'est que ce sont les vitamines et le minéral les plus importants qui vont agir comme cofacteurs enzymatiques. C'est-à-dire qu'à partir du cholestérol, ce sont des enzymes qui vont transformer le cholestérol en estrogène et en progestérone. Et les enzymes, pour être activées, elles ont besoin de cofacteurs qui vont agir comme des clés. Et les vitamines B, particulièrement la B6, mais toutes les B, et la vitamine, dans une moindre mesure, on va dire plutôt le magnésium, vont agir comme facteurs coenzymatiques et activer les enzymes. Par exemple, le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques. Donc, si on manque de magnésium, il y a un paquet d'enzymes qui ne pourront pas faire leur travail, dont les enzymes qui s'occupent de produire nos hormones. Alors, je dirais vraiment les 3 premières choses à faire, c'est de mieux gérer le stress, donc d'enlever les facteurs stressants dans notre vie, de combler nos carences nutritionnelles comme les vitamines B, le magnésium, de s'assurer que notre alimentation en comporte et d'éviter évidemment les facteurs qui vont créer de l'inflammation dans notre corps comme le gluten, par exemple. Mais évidemment, il y a tout l'aspect aussi des phytoestrogènes qu'on pourrait aborder. Les phytoestrogènes sont des molécules que les plantes renferment. Par exemple, la graine de lin en est une bien connue. Alors, dans la graine de lin, il y a des molécules qui servent d'hormones aux plantes et que le corps va confondre avec des hormones qu'on aurait conçues. Donc, en consommant, par exemple, la graine de lin, le trèfle rouge, l'actéagrappe noire, il y a différentes plantes qui contiennent de ces molécules qu'on appelle des phytoestrogènes, donc des estrogènes provenant des plantes, et elles ressemblent suffisamment à nos estrogènes pour pouvoir se fixer au niveau des sites récepteurs et agir comme si c'était des estrogènes dans le corps. Et ce qui est extraordinaire des phytoestrogènes, c'est qu'elles vont agir de manière sélective. C'est-à-dire que quand on parle des estrogènes, on a en tête que c'est comme une molécule, mais en réalité, les estrogènes sont une grande famille. Et les 3 principales sont l'estradiol, l'estriol et l'estrone. Et l'estradiol, c'est la plus abondante avant la ménopause, mais c'est aussi celle qui peut stimuler les récepteurs de manière exagérée et aller vers des cancers hormonaux dépendants comme le cancer du sein, le cancer de l'ovaire, de l'endomètre, créer des fibromes, créer des kystes et tout ça. C'est lorsqu'il y a trop d'estradiol que le corps n'arrive pas à bien métaboliser, à bien digérer. Alors, quand on prend des phytoestrogènes, donc des hormones de plante, elles ressemblent assez aux hormones pour calmer nos bouffées de chaleur, mais elles ne peuvent pas agir exactement comme les hormones, donc elles n'auront pas les effets moins intéressants qu'on associe aux hormones comme l'estradiol. Elles vont même avoir un effet protecteur parce que si le phytoestrogène, donc l'hormone de plante, est fixé au récepteur comme une clé dans la serrure, quand arrive l'estradiol que le corps produit, il ne pourra pas aller s'attacher au niveau de la clé. Donc, parce que ça va être occupé par le phytoestrogène. Donc, les estrogènes de plante, non seulement n'ont pas les effets négatifs des estrogènes chimiques ou des estrogènes que notre corps produit, mais en plus, elles ont un effet protecteur. Et malheureusement, quand on a commencé à parler de ces concepts de phytoestrogènes et de plantes comme l'actéagrappe noire et la graine de lin, il y a eu des mauvaises traductions à partir de l'anglais. Et au lieu de dire que les phytoestrogènes stimulent l'activité des estrogènes, ça a été traduit par stimule. Alors, les femmes ont eu peur, particulièrement si elles avaient des antécédents ou un historique familial de cancer hormonodépendant. Les femmes ont peur, par exemple, le soya aussi, que le soya contient des phytoestrogènes, et les femmes vont éviter ces aliments en pensant que ça peut leur donner le cancer, alors qu'en réalité, ça a un effet protecteur. Alors, vraiment, les premières choses à faire, c'est sûr qu'après ça, c'est du cas par cas qu'on peut évaluer en consultation et donner des conseils plus précis. Mais de manière globale, qu'est-ce qu'on fait si on veut réduire les symptômes associés aux chambardements hormonaux qui arrivent avec la préménopause puis la ménopause? Il faut déjà s'assurer que nos surrénales vont être dans la meilleure position possible pour nous assister dans cette transition en gérant le stress dans notre vie, en réduisant les agents de stress auxquels on est exposé, en supportant nos surrénales
aussi avec le complexe B, le magnésium. Et là, il y a plein de plantes comme la ashwagandha, par exemple, comme le rhodiola, qui vont supporter nos glandes surrénales. Réduire l'inflammation en éliminant, par exemple, le gluten et les autres aliments qui créent de l'inflammation dans notre corps et en ayant une alimentation qui va contenir beaucoup de substances nutritives comme les bons gras, comme suffisamment de protéines, comme le magnésium, comme le complexe B. Alors déjà, ça, c'est énorme en termes de prévention, mais aussi en termes de gestion des symptômes si on est déjà affecté par les fameuses bouffées de chaleur, par exemple. Et dans mon expérience là, parce que pour revenir à la question des femmes qui me demandent, est-ce qu'on peut adresser les symptômes de ménopause juste avec la naturopathie? Et dans mon expérience, dans 9 cas sur 10, c'est absolument possible. Mais il y a habituellement une femme sur 10 que peu importe les changements alimentaires, au niveau du stress, etc., qu'elle va faire, elle aura besoin de prendre des hormones pour gérer les symptômes et au moins temporairement, parce que la transition vers la ménopause, ça dure dans le pire des cas durant 5 ans. Donc, on ne devrait pas avoir besoin de prendre des hormones tout le temps, mais ça se peut qu'on ait besoin, durant la période de transition, de complémenter le manque à gagner avec des hormones, idéalement bioidentiques. Alors, pourquoi bioidentiques? Les hormones bioidentiques, ça ne veut pas juste dire naturel, parce que techniquement, si on revient aux hormones de jument de tantôt, ben, c'est d'origine naturelle. De l'urine de jument enceinte, c'est naturel. Alors, le point des hormones bioidentiques, c'est pas nécessairement juste parce qu'elles sont naturelles. C'est que normalement, quand on fait bien le suivi en hormonothérapie bioidentique, c'est qu'on doit mesurer le taux d'hormones de la femme et faire préparer des hormones, donc oui, à base de substances naturelles, mais qui contiennent quand même des hormones, dans des quantités qui vont être spécifiques à chaque femme. Et à tous les 3 mois, 6 mois, on doit refaire un contrôle pour voir comment la femme les absorbe et on rajuste. Donc, ça fait qu'on a un traitement réellement spécifique à la femme, vraiment avec une dose qui lui est propre et qu'on ajuste au fil du temps en fonction de ce que la femme vit, en fonction du stress dans sa vie, en fonction des changements qu'elle a opérés. Donc, la vraie bonne façon de travailler avec les hormones bioidentiques est la suivante. Et quand c'est bien fait, ça ne comporte idéalement pas de risque parce qu'on est juste en train de remplacer les hormones que la femme ne produit plus. Où il y a problème, c'est que pour bien évaluer un taux d'hormones, et ça, c'est important que toutes les femmes l'entendent et le retiennent. Les hormones, c'est liposoluble. Alors, quand c'est liposoluble, ça veut dire que dans le sang, ça ne circule pas seul. C'est comme quand vous essayez de faire une vinaigrette, si vous mettez de l'eau et de l'huile, ça ne fonctionnera pas. Vous savez très bien que l'eau ne se mélangera pas à l'huile. Ça va vous prendre un émulsionnant comme du vinaigre de cidre de pomme, du jus de citron ou quelque chose qui va comme vous permettre de mêler cette substance donc avec l'huile pour émulsionner et faire votre vinaigrette. Alors, c'est la même chose avec nos hormones. Les hormones, quand elles circulent dans le sang, ça va prendre un transporteur parce qu'elles ne peuvent pas se mêler au sang parce qu'elles sont liposolubles. Alors, malheureusement, les médecins, parce que les tests qui sont disponibles avec les laboratoires conventionnels, ce sont des prises de sang, les médecins vont mesurer le taux d'hormones femelles, estrogènes, progestérone au niveau sanguin, et on ne peut voir qu'environ 2 des estrogènes au niveau sanguin avec une prise de sang. Alors, c'est un très mauvais moyen de prescrire des hormones bioidentiques puisque c'est complètement que la petite pointe de l'iceberg. On parle de 2 Alors, idéalement, ça prend des tests qu'on va faire soit via l'urine, soit via la salive pour évaluer comme il faut le taux d'hormones. Mais puisque ces tests ne sont pas dans les hôpitaux conventionnels, les médecins doivent s'inscrire à des laboratoires indépendants, doivent apprendre comment ça fonctionne et tout. En général, ils ne le font pas. Il y a quelques médecins qui travaillent comme il faut avec les hormones bioidentiques au Québec, mais très peu malheureusement. Alors, si on évalue le taux d'hormones via la circulation sanguine, c'est impossible de pouvoir doser les hormones bioidentiques correctement. Donc, malheureusement, il y a des médecins qui prescrivent encore les hormones non bioidentiques. Il y en a qui se sont mis à la mode du jour parce qu'il y avait une demande de la part des femmes pour les hormones bioidentiques, mais continuent d'évaluer le taux via des tests sanguins, ce qui est très, très, très loin d'être
optimum. Donc, c'est pour ça qu'on se ramasse avec des taux d'hormones complètement incroyables pour des femmes données et ces excès d'hormones, là, peuvent avoir des conséquences moins intéressantes. Et je dirais que même pour le 1 pour 10 des femmes qui doivent se retrouver à prendre des hormones bioidentiques ou conventionnelles, eh bien, la naturopathie devrait être quand même la porte d'entrée puisque les hormones doivent être métabolisées, c'est-à-dire digérées par le foie. Et pour ça, ça va prendre les cofacteurs comme les vitamines B, le magnésium et le NAC et tout ça. Et l'alimentation, en apportant des phytoestrogènes, par exemple via le soya, la gestion du stress, la gestion de l'inflammation, vont faire que les hormones vont être plus efficaces à plus petite dose et on va s'assurer que l'excès d'hormones soit bien géré pour réduire le risque d'effets secondaires et de cancers hormonaux dépendants. Donc, toutes les femmes en période de déséquilibre hormonal de ménopause devraient absolument être suivies en naturopathie, qu'elles doivent ou non éventuellement rajouter des hormones bioidentiques. Mais on comprend que si on fait un bon bout du chemin de manière naturelle, on aura moins besoin de rajouter d'hormones et il y aura moins de symptômes également. Et Chantal-Anne, est-ce que j'ai bien compris tantôt, après 5 ans, les symptômes, ce qui est un peu indésirable, s'atténuent? On ne reste pas pogné avec ça le reste de notre vie? Exactement. Les symptômes, en fait, c'est que lorsqu'il y a la chute d'hormones, le corps et le cerveau ne comprennent pas tout à fait encore. Et c'est une rétroaction négative. Donc, quand le taux d'hormones chute, il y a un message qui s'en va à l'hypothalamus, à l'hypophyse dans notre cerveau pour nous dire de fabriquer des hormones. Alors, le temps que le corps comprenne que non, on n'en fabriquera pas plus, c'est notre nouvelle normalité. Il y a un retour constant du message au cerveau et c'est ça qui va créer l'espèce de vasodilatation qui donne la bouffée de chaleur très désagréable. Alors, éventuellement, le corps comprend que non, c'est ça qui est en train de se passer. On doit s'adapter à fonctionner avec moins d'hormones et éventuellement, les bouffées de chaleur vont diminuer et vont éventuellement arrêter. Maintenant, ceci étant dit, puisque les hormones bioidentiques existent, il y a d'autres symptômes que les bouffées de chaleur qui viennent avec la chute hormonale. On augmente le risque d'ostéoporose, on augmente le risque de certaines maladies cardiovasculaires, l'apparence de Donc, il y a des femmes qui choisissent de dire, ben moi, c'est pas vrai que je vais endurer tout ça, alors qu'il existe une solution que sont les hormones bioidentiques. Et à mesure que nos hormones vont diminuer, quand c'est bien testé, comme je disais, on peut absolument remplacer le manque à gagner pour s'assurer d'avoir un taux d'hormones optimal. Et ça va évidemment affecter l'apparence de notre peau et tous les facteurs que j'ai mentionnés, le risque d'ostéoporose et tout. Donc, même si on n'a plus de bouffées de chaleur ou de grosses sautes d'humeur, on pourrait décider de continuer à prendre des hormones pour ces autres aspects protecteurs, par exemple. Eh bien, me voilà un gay mieux renseigné sur la ménopause. C'était quand même très intéressant, même si ça me concerne pas. Je veux dire, tu l'as dit en début de chronique, je suis quand même entouré de femmes. Ça me permet de mieux comprendre ce phénomène-là. Alors, c'est très pratique. Ben, Slice et Coussi, comme j'ai expliqué, on a les mêmes hormones. En Oui. fait, les estrogènes, quand ils chutent et tout, mais les estrogènes sont des précurseurs de la testostérone. La testostérone est fabriquée à partir des estrogènes, à partir du cholestérol. Donc, tout ce que j'ai dit aujourd'hui pour les femmes, c'est vrai aussi pour les hommes. C'est juste que ce sera des proportions différentes, mais c'est le même principe. Donc, en réalité, c'est la même chose qui se passe vers la cinquantaine. Il y a la diminution de la testostérone et si on prend des médicaments qui bloquent le cholestérol ou qui bloquent l'acide chlorhydrique dans l'estomac, les médicaments antiacides, ça va affecter la production de testostérone et donc vous n'aurez pas de bouffée de chaleur, mais ça va être des symptômes qui s'associent aussi à la chute d'hormones. Donc, tout ce que j'ai dit pour les femmes, c'est vrai aussi pour les hommes, mais j'ai entendu ton besoin. Je me le fais souvent répéter que je parle toujours plus des femmes, mais c'est la majorité de ma clientèle. Alors, évidemment, on en fera une chronique pour chouchouter nos messieurs. Ben, c'est génial, j'ai déjà hâte. En attendant, on peut te consulter via tes réseaux sociaux. On peut t'écrire si on a besoin d'une séance en naturopathie. Alors, t'as pas de site Internet? Tu as un site Internet, Chantal-Anne? Oui, mais d'ici quelques jours, je suis très excitée, on devrait lancer
le nouveau qui sera beaucoup plus fonctionnel. Mon site là, datait déjà de quelques années et Ah, j'avais même pas le temps de fournir l'information au WebMess. On est là-dedans. Et donc, oui, il y aura un nouveau site web. Les gens pourront prendre le rendez-vous directement. C'est chantalandumas.com. Allez-y pas tout de suite maintenant. C'est pas, on travaille ce qu'on appelle le back-end. Derrière, on voit pas encore ça, mais disons dans une semaine ou deux, ça devrait être en ligne. Et sinon, c'est comme tu l'as dit, c'est via Messenger, via donc Facebook Messenger qu'on peut me contacter. Et samedi prochain, le 22 mars, j'ai un super masterclass. Donc, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Évidemment, comme d'habitude, les gens ont accès aux enregistrements, aux documents. Super masterclass qui s'appelle Équilibrer vos hormones naturellement. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais un beau programme en 6 modules. Mais les gens manquent de temps, les gens manquent d'argent, tout est compliqué ces temps-ci. Alors, j'ai décidé de faire une grosse compression de mes 6 modules et j'ai tourné ça en une journée de 6 heures. Et donc, un samedi de 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, pour partir avec toute la boîte à outils concernant les hormones. Je vais tout expliquer concernant les tests, concernant les suppléments, concernant la gestion du stress et tout ça qui affecte vos hormones. C'est vraiment un super coffre à outils à s'offrir. Aux messieurs, si vous êtes tannés de souffrir la ménopause des madames, vous pouvez aussi offrir le masterclass aux madames. quelle bonne idée de cadeau, hein? On se fait un C'est cadeau, on offre un masterclass à madame. pour calmer un peu les ardeurs chez la femme. Est-ce que c'est bon la musique? Est-ce qu'on peut écouter de la musique pour se détendre? Absolument. Ben, la musique, c'est bon pour tout. Tu me connais, Slain. Moi, la musique, c'est la panacée. Je pense qu'il n'y a pas d'état d'âme, d'état émotionnel, d'état physique qu'on ne peut pas calmer avec la musique. Alors aujourd'hui, j'ai choisi Natural Woman et c'est une version reggae. Vous savez, ma petite tendance à aimer les musiques des îles. Alors, Natural Woman en version reggae aujourd'hui. Bonne semaine, Chantalane. Merci beaucoup. Merci, Sai. Ciao.